Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 176, et donc je poursuis dans cette chronique cet espace réservé aux penseurs arabo-perses, plus exactement d'une façon vulgaire, en vulgarisant la chose bien entendu, penseurs arabes ou arabo-islamiques, bien que le mot serait peut-être plus convenable en employant le mot arabo-perse. Et plus précisément, cette chronique va tourner effectivement autour de deux grands personnages que sont Avicenne, Ibn Sina, et Averroès, alias Ibn Rushd. Alors ces deux grands personnages ont joué, je dirais, un rôle important en tant que clé entre l'humanisme, le matérialisme français et anglais, et je dirais, et la pensée grecque qui a été développée pendant l'Antiquité. Ils ont influencé beaucoup de penseurs, même si ce n'est pas dit. Nous savons que les penseurs contemporains ont été effectivement inspirés, voire influencés par ces grands penseurs ayant réintroduit la pensée grecque et l'ayant développée. Alors, la raison en est que le matérialisme, tel que conçu par les penseurs grecs, n'a pas intégré la notion de mouvement. L'atomisme, par exemple, de Démocrite, était matérialiste et n'a pas expliqué le mouvement des atomes, qui sont, je dirais aussi d'une manière antidialectique, considérés comme incassables. Le grec, par exemple, atomos, signifiant indivisible, et donc Démocrite n'a pas expliqué pourquoi les atomes ont formé des formes et pas d'autres, et comment et pourquoi ces formes étaient du reste en mouvement. Et c'est une des raisons pourquoi Aristote a pu si facilement, je dirais, développer sa conception et avoir, n'ayons pas peur de le dire, un tel succès. Alors sa conception de base, pour ce qu'il faut en retenir, le principe de cause et la conséquence, était à la fois, je dirais, idéaliste, donc on retrouve cette influence chez Engels, on appelle la cause et l'effet, ainsi qu'un effet ne peut pas se produire avant la cause qui en est à l'origine. Mais il pouvait aider à construire une théorie générale de la matière et du mouvement. Le problème de l'ancien matérialisme grec, c'est que l'univers, je dirais, était statique, il n'a pas de mouvement, la réalité n'a pas pu être observée et étudiée parce que la matière était tout, mais n'avait pas de mouvement, enfin du moins aucun sens elle-même. Alors que l'aristotélisme, l'univers est en mouvement, même si c'est seulement en cercle, de manière répétitive, ainsi il est possible de comprendre cela. Avicenne et Averroès sont allés plus loin, ont développé effectivement à partir de ce concept, je dirais, aristotélicien. Ils poussent la logique d'Aristote à un sommet comme il y avait une cause primaire à tout, alors que logiquement le hasard est devenu une impossibilité et la porte était ouverte pour comprendre le monde comme un système, je dirais, global. Bon, essayons de synthétiser. Un système répétitif, il est vrai, jusqu'à, effectivement, inévitablement, je ne peux pas ne pas parler de Baruch Spinoza. Le matérialisme n'était pas en mesure de concevoir le sens de mouvement évolutif. Hegel a joué un rôle central en donnant la possibilité de comprendre le saut qualitatif, le mouvement évolutif, pour mieux dire le mouvement révolutionnaire, qui lui-même influença fortement Karl Marx. Alors, néanmoins, il faudrait quand même préciser que Avicenne et Averroès étaient des figures clés de la construction
du système permettant de comprendre le monde. Comme la religion islamique affirmait qu'il n'y avait qu'un Dieu, source de tout, alors le premier moteur, décrit par Aristote, devait être ce Dieu unique. Et ainsi, l'univers était un système rationnel. Il n'y avait pas de place pour le hasard. La raison en est que la cause, en tant que source de mouvement, la cause efficiente, la cause matérielle, un autre concept a été ajouté, bien entendu, le concept de cause finale. L'aristotélisme, je dirais, a gagné sur le matérialisme de Démocrite, parce que Démocrite ne pouvait pas voir une cause dans le mouvement de la matière. Aristote n'a pas compris la nature de la matière, mais il a reconnu que la matière se déplaçait dans une direction spécifique. Donc, il y avait en cela une cause finale, même s'il y avait quelques rares cas où les obstacles empêchaient un mouvement naturel, ce qui est prépondérant, qui est finalement la cause finale, on peut comprendre peut-être ce qui apparaît comme aléatoire, mais ce n'est pas l'aléatoire, c'est juste quelque chose de plus compliqué. Ce fut Avicenne qui introduisit le principe d'une situation normale comme une séquence interrompue, itirad en arabe. Donc, ce qui était rare n'était qu'une séquence qui a été interrompue. Alors, en effet, le rare s'avère nécessaire, je veux dire, wajib, si les conditions, cela, y sont établies et que les circonstances soient exprimées, bien entendu. Nous trouvons dans ce commentaire sur la physique d'Aristote, le tafsir al-Sam'al al-Tabi'i, très très bon tafsir du reste, traduit, je vous conseille de consulter pour ceux qui s'intéressent, je dirais, à l'aristotélicisme islamique. Alors la pensée d'Avicenne atteint ici un important, je dirais, niveau matérialiste, mais aussi, ma foi, sa limite. En effet, qu'est-ce qui peut interrompre, je dirais, la séquence? En raison de la nature idéaliste du système de cause. Conséquence, je dirais qu'Avicenne ne peut que blâmer la nature elle-même, et la nature n'est pas pure, comme le contenu qui lui est donné par Dieu. Donc il y a des problèmes dans la combinaison de la matière, interrompant les séquences. Alors, je vais commenter ce que dit Avicenne, effectivement, dans son fameux tafsir, son commentaire sur la physique. Il dit, je cite, « Il est clair que tout cela, que les mouvements naturels des éléments matériels sont par voie d'un objectif naturel, le qast, à un endroit défini, had mahdoud, et que cela passe toujours par la plupart du temps, et c'est ce que nous entendons par le terme de fin, raya. Ensuite, il est évident que les objectifs qui émanent de la nature, quant à la nature ne s'oppose pas à cela, et ne place pas d'obstacles, sont bons et parfaits. Si elles conduisent à une mauvaise fin qui n'est pas toujours ainsi, ou pas la plupart du temps plutôt d'une manière telle que notre âme cherche une cause accidentelle dans ces choses, il est dit, qu'est-ce qui a fait que ces pousses de palmier se fanent? Et qu'est-ce qui a fait faire une fausse couche à une femme, par exemple? Mais si cela se produit, la nature se meut pour le bien, du bien, et ce n'est pas seulement, je veux dire, observable dans la croissance animale et végétale, mais aussi dans le mouvement des corps simples et dans les actions qui émanent de par la nature. Bilatab. Car ils se déplacent toujours vers les fins, à condition que rien ne les empêche selon un ordre déterminé, nizam al-mahdoud, sans déviation, à moins qu'il n'existe une cause s'opposant. Ce faisant, je voudrais dire qu'il y a une cause finale, mais sa séquence peut être interrompue, après ce qu'on peut en déduire. Il y a des raisons à cela, bien entendu, parce que tout a une cause.
les choses interrompues ne sont pas, je dirais, correctes. Mais elles existent en raison de la nature, de la matière. Alors, pour équilibrer, je vais citer également Averroès, après avoir cité Avicenne. Alors, Averroès dit, parmi les choses qui sont pour une fin, certains se produisent rarement, cependant à partir d'elles résulte autre chose que cette fin, telle que la rencontre de son propre créancier débiteur au marché. Cela arrive rarement, mais cela arrive comme une conséquence d'aller au marché, qui était dans un autre but, par exemple. Le hasard et la spontanéité existent dans les choses. Les événements qui sont dans une minorité de cas et proviennent de choses qui sont pour le bien d'une cause. Mais elles ont échoué à atteindre cette cause finale. Et une autre cause finale ou fin est venue d'elles. Alors, bien entendu, ce que nous voyons, je dirais, dans le cas présent, ou ce que nous voyons ici, est la compréhension logique du système de causes, conséquences, et ce système permet de comprendre le monde, aussi longtemps que la cause apporte la conséquence. Mais s'il y a des problèmes, c'est parce que certaines choses avec une cause perturbent le mouvement logique, qu'on appelle le mouvement logique cause, conséquence d'autres choses. En fait, pour faire plus clair, plus qu'autre chose, le problème est qu'Avicenne et Averroès admettent, je dirais, le concept aristotélicien de mouvement comme un cercle éternel. Il n'y a pas de place pour des perturbations, des problèmes. Un saut qualitatif, c'est la critique effectivement fait aussi bien par Hegel ou par Spinoza. Alors le système d'Aristote, Avicenne, Averroès est basé sur des formes individuelles avec une cause et allant à une fin. Et les formes individuelles obéissent, je dirais, à un plan qui vient de l'extérieur, de la matière. Néanmoins, en raison de la nature de la matière, le plan ne peut être réalisé tout le temps en raison des causes spéciales ou même, je dirais, des différentes causes qui viennent à pas s'interpénétrer, mais à s'entrechoquer. Alors, en raison de la, je dirais, de la potentialité de la matière, la possibilité de la cause, c'est le chaos. Alors il y a un décalage entre l'objectif initial et ce qui se passe, et c'est le problème fondamental de la logique de cause, conséquence, une logique expliquée, ici par exemple en cas d'espèce, par Averroès, qui commente lui-même Aristote, le premier maître, et donc il dit la nature est dite, accordant à la matière, enfin, du moins accordant matière et forme, et la forme est la fin de la génération. Et tout ce qui est avant la fin est pour une fin, voire ce qu'on pourrait déterminer comme fin objective. Mais quand je parle d'objective, c'est-à-dire c'est le but, non pas, je dirais, la conception d'analyse à froid. Alors par conséquent, il est nécessaire que tout ce qui est avant la forme doit être pour le bien de la forme. Aussi, il est nécessaire que la forme soit la fin de la génération, parce que la forme découle de l'agent, soit toujours ou au moins, la plupart du temps bien entendu, et par conséquent la matière est pour je dirais, le bien de la forme. Alors, vous voyez que déjà, on peut faire dans cette petite chronique que je viens d'établir des analyses qui ont été pensées à l'époque d'Averroès et à l'époque d'Avicenne, et dont beaucoup de penseurs se sont inspirés, où la conception euh, du matérialisme était déjà très présente dans leur analyse de ces penseurs incontournables que furent Avicenne et Averroès. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette chronique qui sera peut-être un peu courte, mais qui a du contenu intelligible et qui a besoin quand même d'une certaine réflexion. J'en ferai d'autres également pour commenter et, si je peux me permettre,
d'expliciter certains travaux qui ont été faits par ces illustres personnages. Merci à vous, et puis je vous dis à la prochaine chronique.